Et c'est vrai qu'il y a pas mal de combattants qui sont d'extrême droite. En France, on a Benoît Saint-Denis. Il était trop à gauche pour des mecs comme Papacito ou quoi. Où il est pas assez clair, quoi. Il dit pas assez clairement. Il dit pas assez clairement où il est. Tout ce côté aussi là de l'armée, des militaires que l'extrême droite arrive à utiliser. Les youtubeurs qui ont commencé sur internet, les youtubeurs d'extrême droite, je veux dire, qui ont commencé sur internet. Maintenant, comme il y a internet, c'est vachement démocratisé et que YouTube c'est utilisé par tout le monde. Il y a beaucoup ce truc de formation sur comment plaire aux femmes, comment avoir une amie, une copine, comment coucher avec des femmes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes camarades Jean à ma droite et Félix à ma gauche. Salut. Salut. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet qui nous touche. On s'est beaucoup politisé à gauche grâce à Internet, étant des personnes entre 20 et 30 ans. Aujourd'hui, on voulait vous parler de la fascisation du coup d'Internet qui a lieu devant nos yeux. Ça ne veut rien dire. Mais on voulait s'appuyer sur un livre qui s'appelle Pop Fascisme de Pierre Plotu et Maxime Massé, qui a été lu du coup par notre camarade. Et on voulait s'appuyer sur ce livre pour vous parler du coup de comment est-ce que l'extrême droite a investi la guerre culturelle sur Internet et comment nous, de notre côté, on peut faire en sorte de contrer cette influence. Je présente le livre peut-être ? Ouais. Alors du coup, c'est un livre qui a été écrit par Pierre Plotu et Maxime Massé, qui sont des journalistes qui sont à la base des journalistes indépendants, mais qui maintenant travaillent à Libération. Et c'est des journalistes qui sont spécialisés dans la couverture de l'extrême droite et de la marge radicale de droite, quoi. Et donc dans le livre, ils expliquent à l'aube d'Internet et surtout de YouTube, qui a été quand même le premier instrument utilisé, comment l'extrême droite a créé un réseau de communication avec plein de viewers, plein de gens qui écoutaient et surtout plein de youtubeurs qui faisaient des vidéos avec ces idées-là. Et ils expliquent aussi comment ces idées sont passées on bypass les médias traditionnels plus classiques comme la télé ou la radio. Et sur quel blog, sur quel site, sur quel un peu dans des endroits un peu obscurs d'internet ils évoluaient. Et ils expliquent aussi à un moment la place de la femme dans toute cette couverture là, quoi. Mm-hmm. Et voilà, en gros c'est tout ça. Ils expliquent aussi tout le modèle du business de ces gens là qui ont fait pas mal de sous grâce à YouTube, mais qui maintenant peuvent plus continuer comme ça parce que YouTube commence à striker toutes les chaînes. Ouais, ils doivent diversifier un peu les sources de revenus, vendre des formations, des protéines, des trucs comme ça, quoi. Ouais, protéines comme le Raptor dissident qui maintenant s'appelle juste le Raptor, tout ça. Et qui avant faisait des vidéos bien dissidentes justement, mais qui maintenant est, enfin, pas plus lisse, mais qui est un peu moins virulent et qui vend des trucs de protéines pour la muscu et tout ça. Et justement, la muscu, c'est un gros point depuis que YouTube a un peu fermé et un peu renforcé sa politique de sa modération, quoi. La muscu, c'est un point d'entrée de tous ces gens-là, parce que le masculinisme, parce que avoir des muscles, parce que parce que soulever 130 kilos c'est stylé, tu vois. Et alors que pas du tout, finalement. Bah, pourquoi pas, mais c'est un peu stylé, j'avoue. Mais c'est un peu stylé. Non, mais genre mais après il y a aussi ce truc où maintenant c'est même plus le MMA un peu plus que la muscu, tu vois, qui est un peu, tu sais, une sorte de porte d'entrée où genre tu peux kiffer les sports de combat, il y a pas de souci et tout, mais où tu peux avoir plein d'influenceurs qui vont avoir un discours clairement d'extrême droite, quoi, et qui utilisent et puis dans les combattants de l'UFC aussi, tu le vois. Moi je me suis mis je me suis mis à regarder les sports d'extrême droite, les sports de combat récemment, et notamment avec l'UFC, One Championship, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de combattants qui sont d'extrême droite. En France, on a Benoît Saint-Denis,
qui est un combattant MMA, qui est un des top combattants MMA quand même de sa catégorie, mais qui est quand même sponsorisé par toutes les marques d'extrême droite possibles. C'est un mec qui a fait qui tient sa notoriété, enfin qui arrive à réussir dans le MMA parce qu'il vient il me semble qu'il était dans les l'armée, dans les forces spéciales ou ouais. Et il y a tout ce côté aussi là de l'armée, des militaires que l'extrême droite arrive à utiliser. Ouais, tu comprends pourquoi il le kiffe lui en particulier, quoi. Ouais. Puis après aussi, il a une croix celtique sur le torse. Enfin voilà, il y a quand même aussi des indices. Lui personnellement, je pense qu'il est pas non plus très à gauche, mais. Ouais. Après, c'est vrai que lui, c'est quand même un cas spécial parce qu'il est pas si revendicatif que ça, même si on sent où est-ce qu'il est politiquement, on va dire. Mais parce que par exemple, on parlait de youtubeurs comme Papacito, c'est quelqu'un qui lui a beaucoup reproché justement de pas être plus appuyer son soutien à l'extrême droite, au fait. Ça aurait été trop à gauche. C'est exactement. Il était trop à gauche pour des mecs comme Papacito ou quoi. Où il est pas assez clair, quoi. Il dit pas assez clairement. Il dit pas assez clairement où il est, et ça les emmerde. Parce que même si on pourrait le catégoriser dans ce champ politique, on va dire, à travers ce qu'il pense, ce qu'il a été, ou même les tatouages qu'il peut porter ou quoi, ben c'est pas assez pour certaines personnes de son camp politique, on va dire. Le MMA, c'est aussi un truc particulier parce que même si c'est vrai que c'est un sport qui est facilement politisable à l'extrême droite parce qu'il y a ce truc du combat, de la violence. Exact, de la violence, de la discipline, on va dire. Même si les sports de combat à la base c'est pas vraiment ça, on va dire les valeurs principales, mais c'est très politisable à l'extrême droite. Et je pense qu'il y a aussi le truc de les gens de gauche ne s'intéressent pas à ces sujets-là quand ils les méprisent pas. C'est pas pour jeter la pierre ou quoi, parce que je pense que c'est compliqué de s'investir dans des terrains qui sont très qui sont vraiment sous la mainmise de l'extrême droite, mais je pense que avoir un contre-discours aussi sur ces sujets-là, ça peut nous aider à pas laisser le terrain libre à l'extrême droite, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des sports et des trucs que tu peux investir avec des valeurs de gauche, quoi, de respect, de solidarité, fait d'avoir des... tu peux avoir des corps différents, mais par le travail, par l'entraînement et tout ça, tu as ce côté un peu dépassement. Enfin, dépassement de soi, c'est pas forcément un truc hyper de gauche, mais tu peux... avec le côté solidarité, je pense que tu peux avoir une perspective plus à gauche, en tout cas, sur ce genre de trucs, de sport un peu plus de contact, musculation et tout, quoi. Et il y en a qui le font, hein. Récemment, il y a un combattant, bon, il n'est pas hyper médiatisé, mais il est un peu connu, qui s'appelle Paul Dena, qui a été mis en lumière beaucoup par YFC. C'est un truc de sport de combat un peu amateur organisé par Ibra TV. Récemment, il a gagné un combat et il a dit, parce que c'est un peu, on voulait un peu le mettre dans cet archétype du jeune d'extrême droite, parce qu'en fait, il est juste blanc, mais il n'a jamais eu de propos qui allaient dans le sens de l'extrême droite. Et lui, il a senti ça. Et à la fin de son combat, il a dit moi, je représente tout le monde. Les gens qui veulent me mettre dans une case parce qu'ils voient que je suis un petit blanc, je suis pas d'accord. Les personnes avec qui je m'entraîne, c'est des personnes racisées, des personnes d'origine maghrébine, des Renois, des Rebeux, des Blancs. Les gens qui veulent, par mon image, me mettre dans un camp pour pouvoir faire passer leurs idées ou pour pouvoir promouvoir leurs idées à travers moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, je suis même contre. Ça, c'est des choses qui sont rares, je pense, parce que en vrai, c'est quand même courageux de faire ça, je trouve. Parce que c'est facile de profiter un peu parce que ça donne un certain élan aussi d'être supporté par toute une masse de personnes d'extrême droite qui vont venir te voir en combat, qui vont venir acheter tes produits dérivés, qui vont te soutenir, regarder tes vidéos. Ça pourrait être facile de te faire porter par ces gens-là, mais il a choisi de pas le faire et je trouve c'est courageux. Bah, les produits dérivés et tout ça, justement, ils en parlent dans le livre parce que ils expliquent que les youtubeurs qui ont commencé sur internet, les youtubeurs d'extrême droite, je veux dire, qui ont commencé sur internet, maintenant, comme il y a internet, c'est vachement démocratisé et que YouTube c'est utilisé par tout le monde,
et que YouTube du coup ils ont, ce que je disais, ils ont affermi, enfin ils ont vachement Ouais, ils ont fermé durci leur modération et tout. leur modération. Ah bah en fait ils peuvent plus faire leur même vidéo comme avant où t'as juste des mecs qui diffusent la haine des juifs, la haine des musulmans, la haine de tout le monde. Et du coup maintenant ils ont plein de produits dérivés, des formations, il y a beaucoup ce truc de formation sur comment plaire aux femmes, comment avoir une amie, une copine, comment coucher avec des femmes, et ce truc-là est vachement détaillé dans le livre. Et ils expliquaient que des gens comme le Raptor fait ça, mais aussi des gens comme Ben Shensigar qui au début parlaient juste de muscu, mais qui maintenant sont familiarisés avec Papacito et tout ça. Et moi je sais que quand j'étais plus petit, je regardais pas mal Thibaut InShape à l'époque. Et c'est pareil, Thibaut InShape. C'est genre... moi je regardais parce que à la base j'avais un peu commencé le sport et tout ça. Enfin genre la muscu même dans ma chambre et tout ça. Et bah, c'était le youtubeur du moment quoi. Et pareil, il a dérivé de la muscu vraiment pure et dure, et c'était toutes ces valeurs de la discipline, il faut se lever à 5h du matin, il faut aller se coucher à 9h30, et après tu mets ta tête dans des glaçons, enfin voilà, des trucs un peu ahurissants. Et au final maintenant je regarde plus du tout, mais il a vachement dérivé. Ouais. Mais après tu vois, c'est vrai que lui, où il disait il vote pas à l'extrême droite, mais il est un peu banalement de droite, tu vois, genre... Ah oui, il avait fait une vidéo... mais c'est un peu reprendre les trucs un peu classiques, quoi, mais où tu vois il est pas forcément politisé, mais t'as les mêmes genres de valeurs qui tu retrouves dans son contenu, où il fait plein de vidéos avec l'armée, la police, etc., quoi. Mais moi je trouve que ça c'est un truc intéressant, tu sais, c'est toujours cette porte d'entrée par l'incel, tu vois, par le côté comment se faire respecter, comment avoir une copine, choper des meufs, machin, et où c'est la porte d'entrée de beaucoup de contenus comme ça, tu vois, genre Thaïs Discussion et tout, et puis après tu t'embarques ta communauté vers des trucs racistes, tu vois, suprémacistes blancs et des trucs comme ça, quoi. Ah, de fou. Je pense que de fou, mais le truc de l'incel, je pense que c'est réel, hein. Je pense que il y a beaucoup de jeunes mecs qui sont en fait dans un mal-être, mais un mal-être qui vient d'eux, en fait. Le truc des incels, non, c'est pas pour les culpabiliser ou quoi, hein, mais le truc d'incel et tout, c'est très... ouais, mais en fait, si les meufs, elles veulent pas de moi, c'est à cause d'elles. Il n'y a jamais ce truc de « ouais, mais toi, t'es comment dans la vie ?» Genre, comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais et tout. Il y a ce truc de... Du coup, c'est une porte d'entrée de ouf, déjà, par la misogynie, tout simplement. Et même par le... Tu déresponsabilises la personne, en fait. Tu lui dis... en gros, si ça marche avec personne, c'est pas la faute de la seule personne qui est tout le temps là, c'est-à-dire toi. C'est la faute de toutes les personnes que tu as rencontrées. Genre, par un hasard du Saint-Esprit, il n'y a que eu des gens chelous avec qui tu as relationné. Déjà, ça, c'est vraiment terrifiant parce que ça garde des gens dans des illusions de fou. Et je pense que ça radicalise beaucoup de gens. Hein, parce que je pense que la douleur et le manque affectif, il y a beaucoup de gens qui se radicalisent à cause de ça. Franchement, je pense. Ouais, tu vois clairement d'où ça vient. Comment ça peut être puissant, quoi. Bon, en fait, c'est vraiment ce truc où à chaque fois, ça t'apporte une réponse simple à des problèmes qui sont compliqués, quoi, tu vois, et toujours en mode, c'est pas toi le problème spécifiquement, t'inquiète, c'est telle personne, tu vois, c'est les immigrés, ou c'est les meufs féministes, ou je sais pas quoi. Et du coup, ouais, tu vois en quoi c'est séduisant, quoi. Surtout si t'es jeune et que t'es un peu perdu, et que t'es là, vas-y, j'arrive pas à relationner avec des meufs, j'en sais rien. Ouais. Justement, par rapport aux femmes, ils en parlent dans le livre, et notamment de Alice Cordier, qui est la présidente de Némésis, un groupuscule un peu féministe de droite, voire d'extrême droite, quoi.
mais féministe un peu juste dans le titre, quoi. Parce que la seule réponse que Nemesis a à tous les problèmes des femmes, des agressions sexuelles, des agressions de tous les trucs, c'est vraiment l'immigration, quoi. C'est vraiment juste, y a des femmes qui se sont fait violer. Bah, est-ce qu'il était noir, est-ce qu'il était arabe, genre. Bah, c'est vraiment ça le problème. Et si on met tous les noirs et tous les arabes dehors, bah, genre, il y aura plus de problème. Et c'est ça, c'est cette solution un peu facile et la misogynie un peu ambiante qu'il y a autour de tout ce truc-là. C'est un peu... Ouais, ça, genre Nemesis, c'est le truc où tu vois comment le féminisme est réutilisé pour taper sur les Noirs et les Arabes, quoi. Voilà, c'est tout le temps sur la table, c'est tout le temps les mêmes sujets, quoi. Mais ça me faisait penser, tu vois, il y avait ce truc où à cette période où tous ces influenceurs-là, tu vois, ils commencent à gagner des abonnés, de la traction sur Internet et tout. Tu comprends en quoi c'était un discours qui était du coup dissident, tu vois, qui n'existait pas ailleurs et pas dans les médias traditionnels et tout. Et où maintenant ça s'est vraiment inversé, tu vois, avec... en France, t'as Bolloré qui a plein de médias, là. Et du coup, c'est tous les jours, t'as des discours d'extrême droite dans les médias traditionnels et où toute cette fachosphère sur Internet, machin, elle est dans le discours dominant, en fait. Elle est plus du tout dissidente. Et peut-être ça, c'est ce qu'on disait au début, où ça explique aussi pourquoi peut-être ils doivent se diversifier un petit peu et ça devient un peu des entrepreneurs à 2 balles, quoi. Il y a ce discours qui est dit à la télé, à la radio et tout ça, et qui normalise des choses qui sont vachement violentes et vachement choquantes. On parlait de ça avant, c'était le bateau qui est parti pour Gaza, pour casser le blocus d'Israël à Gaza, avec Greta Thunberg et Rima Hassan. Et des gens réagissent sur Twitter en mode ouais, j'espère qu'elles savent nager, on va aller les couler, je sais pas quoi. Mais c'est un truc que Jean-Marie Le Pen disait à l'époque et qui choquait tout le monde. Mais maintenant, c'est un mec du Congrès aux États-Unis qui dit ça et c'est normal, genre. Donc c'est ça que ça, toute cette extrême droitisation des médias, on va dire, qui facilite tous les discours et tous ces youtubeurs et tous ces dérives là, quoi. Mais est-ce que vous pensez que c'est... Parce que quand même il y a une corrélation entre, vous disiez par exemple Bolloré et tout, le fait qu'il rachète beaucoup de médias et le fait que le paysage médiatique en général se droitise. Est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'en gros il investisse certains médias et qu'en gros la ligne aille de plus en plus à l'extrême droite qui fait que les autres médias, par souci d'audience, cyniquement, vont suivre? Ou bien vous pensez que c'est juste un courant idéologique qui se développe mondialement et que peu importe que Bolloré rachète des médias ou pas, quoi? Parce qu'il y a aussi des médias qui sont pas forcément rachetés par des milliardaires qui donnent plus de place à des idées qui se rapprochent d'idées d'extrême droite en vrai. Ouais, je pense que t'as un peu, à mon avis, d'office... Enfin, tu sais, si tu prends les médias en France, il y en a tellement qui appartiennent à des milliardaires qui sont plutôt de droite, que je pense que t'as une sorte de... peut-être un peu masse critique où forcément t'influences même d'autres médias, enfin, tu sais, la ligne d'autres médias qui sont pas forcément... même des médias publics, tu vois. Mais où c'est pas... Enfin, tu sais, il y a ce truc où c'est pas genre... c'est pas toujours Bolloré qui est en mode... écrivait tel article ou tel truc, mais tu sais, les journalistes sentent bien qu'il y a des... Après, il y a aussi un truc, c'est que les faits divers, ça fait audience, quoi. Les trucs, mettre en avant que les voitures, elles ont brûlé sur les champs parce que le PSG a gagné, bah, ça fait de l'audience. Et on met en avant que forcément, c'est des gens cagoulés, c'est les Black Blocs qui l'ont fait, c'est les Antifa, alors... on les pointe du doigt, alors que finalement, des gens qui vont piller les ressources en Afrique comme Bolloré, bah, on les pointe pas du doigt, tu vois. Donc ça fait de l'audience aussi, les faits divers, et les trucs choquants comme ça fait allumer ta TV, ça fait regarder les images, quoi. Les trucs qui brûlent, les trucs qui explosent, voilà, c'est toujours, ça a toujours participé à ça. Et on voit,
ce que je trouve intéressant ici avec ce bouquin, tu vois, je trouve que ça nous concerne aussi forcément à mort en Belgique francophone, c'est que t'as pas d'influenceurs, tu vois, majeurs politiques, que ce soit de gauche ou de droite, qui soient belges et qui parlent de politique belge en particulier, tu vois, et où ces influenceurs-là, ils ont eu une influence à mort sur la politisation de plein de jeunes en Belgique francophone aussi, quoi. Et enfin, ouais, t'as vraiment ce truc où il y a peut-être ce truc où t'as pas d'influenceurs qui peuvent émerger aussi parce que t'as un public limité, je pense, et il y a moins d'intérêt pour la politique belge de manière générale. Et puis, enfin, moi, étant français, je suis arrivé en Belgique il y a 4 ans pour faire mes études. J'ai mis 4 ans à comprendre la politique belge aussi. C'est la politique belge, c'est vraiment un gros merdier. Heureusement, j'étais là pendant les élections. Du coup, j'ai pu vraiment me renseigner et comprendre un peu tout ça. Mais même maintenant, je comprends toujours pas tout le temps ce qui se passe. Donc, il y a aussi un aspect que la Belgique elle a mal construit son truc politique. Ça s'éparpille de partout. Il y a des gens de partout. Il y a les communes, il y a les provinces, il y a Bruxelles, il y a la Flandre. Enfin, ça va de partout et c'est un peu dur à suivre aussi. Ouais, ça c'est compliqué de base. Mais après, il y a ce truc, en fait, tu sais, il y a même ce truc où, même dans les médias traditionnels, je pense que t'as plein de Belges aussi qui regardent le JT de France 2, tu vois, par exemple. Qui ont l'habitude de regarder le JT de France 2 ou de TF1, tu sais, où les darons regardaient ça à 20h, quoi. Et donc, c'est un peu trop bizarre où tu te politises sur la politique française, alors que, et de temps en temps, tu vois passer des trucs, des articles ou des trucs au journal. Mais des trucs belges, ouais. Des trucs belges, ouais. Je pense qu'il a raison, c'est aussi la politique française, elle est beaucoup plus lisible, je trouve. Enfin, c'est beaucoup plus... Les gens sont plus clairs sur leur position, je trouve. Et aussi, il y a moins ce truc de compromis. Nous, on a un peu ce truc de compromis en Belgique, on va dire. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Mais en France, c'est vraiment des oppositions qui sont claires. Enfin, même les débats... Enfin, il y a vraiment un truc de débat politique à la française, quoi. 2 personnes face à face, ou 4 personnes alignées, mais il y a un truc très... lui il pense ça, lui il pense ça, lui il pense ça, maintenant vous parlez. Et si ça gueule pas, c'est un peu nul, tu vois. Ils le disent pas, mais ils le pensent un peu. Et en Belgique, on a moins ça, tu vois, je trouve. Même quand il y a des débats avec des représentants politiques de grosses formations politiques, il y a un truc très temps de parole, on coupe pas la parole, très carré, très cadré, qui des fois empêche de voir les oppositions claires qu'il y a entre les personnes. Ouais, c'est souvent plus négocié, plus le débat bien poli, machin. Alors que des fois, il y a des idées qui sont pas réconciliables, en vrai. Mais je pense que c'est pour ça, tu vois, que GLB, il a du succès à mort aussi. C'est qu'il amène ce truc clivant dans la politique belge. C'est sa force, tu vois, clairement. C'est seule force. Bah, ouais, je sais pas, en tout cas. Il y a eu à la date où on enregistre ça, hier, il y a eu un débat en plus entre GLB et Paul Magnette sur la RTBF, si je dis pas de bêtises. Et le débat il était très un peu à la française justement. C'était très, enfin, il était face à face. Il y avait ce truc de temps de parole toujours où le présentateur disait oui, monsieur Boucher laissez parler monsieur Magnette et tout ça. Mais il se gueulait dessus. Il se gueulait dessus. Et même à un moment c'était inaudible, mais il se gueulait dessus. Mais au moins tu pouvais, parce qu'au fait des débats comme ça en vrai, c'est pas intéressant au niveau de la pensée, enfin je trouve. C'est pas intéressant au niveau de la pensée. Mais ce qui est stylé c'est de pouvoir identifier clairement les idées des gens. Tu vois clairement qui pense quoi. Et dans ce débat là je trouve qu'on le voyait. Après c'est des débats qui sont vraiment exceptionnels en Belgique je trouve. Ouais, en tout cas, un truc comme ça, vraiment, enfin, face à face, ça fait un peu débat de présidentiel au second tour, quoi. Ouais. Mais il y a un truc que je trouve serait cool d'en parler aussi, c'est, du coup, il y a tous ces influenceurs plutôt français, tu vois, de gauche ou de droite sur Internet, qui parlent plutôt de politique belge. Et pour la politique belge, j'ai l'impression que c'est plutôt genre les partis ou encore moins, enfin, c'est encore dans une moindre mesure les syndicats et les associations qui ont du discours sur Internet, mais genre de temps en temps tu vois passer un post sponsorisé du PTB ou du MR ou n'importe quoi, tu vois.
mais où c'est plus genre comme si on te filait un tract au marché, tu vois, et t'es en mode, bon, c'est pas hyper attrayant, quoi. Si t'es pas déjà convaincu, je sais pas si ça marche. À mon avis, ça marche quand même, parce que sinon, ils le feraient pas. Mais ça a pas ce truc, à mon avis, d'amener des gens pas forcément politisés vers la politique, comme peut le faire un influenceur, tu vois, qui a du contenu sur la muscu ou sur n'importe quoi, sur un truc qui est pas politique en tant que tel, quoi. Du coup, moi, je voulais dire que tous les youtubeurs aussi tous les youtubeurs d'extrême droite qui sont arrivés et qui sont apparus, ils ont créé cette espèce de politisation des gens, des jeunes surtout de notre génération, où ça crée des gens, enfin je dis ça crée comme si j'étais un peu la science infuse, mais des gens qui pensent qu'ils savent des trucs juste parce qu'ils ont regardé 2 vidéos sur internet, alors que le monde est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a des choses qui se passent tout le temps, ça change continuellement, et ça crée des avis très tranchés sur des questions qui mériteraient qu'on s'attarde plus dessus. Donc voilà, des youtubeurs comme le Raptor Dissident, ou même des humoristes comme Dieudonné, qui sous couvert de l'humour font passer des messages antisémites, des messages racistes, homophobes, avec des gens qui disent ah bah comme il l'a dit que j'ai bien aimé son spectacle, bah je vais dire pareil, sans vraiment chercher plus loin. Et donc ça aussi crée un gros problème. Ouais, c'est ce truc de des gens qui se font leur avis juste en écoutant leur youtubeur préféré, et c'est leur unique avis, quoi, leur unique source. Mais c'est compliqué, et je sais que même moi j'ai tendance à faire ça, mais à gauche plutôt, où je regarde des gens je regarde des youtubeurs de gauche et j'écoute des podcasts de gauche, et du coup après je suis choqué quand des gens disent des trucs de droite, alors que dans la vie il y a beaucoup de gens qui disent des trucs de droite un peu normalement, mais voilà, ça arrive, et il faut être conscient que c'est le cas chez beaucoup de gens aussi. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi ce truc, je pense, tu vois, avec l'extrême droite sur Internet, où il caricature, comment on dit, il caricature à mort ce que c'est la gauche, tu vois. Ou genre le wokisme, tu vois, et ça englobe tous les trucs progressistes, tu sais, même un peu libéraux, tu vois, pas forcément vraiment à gauche. Et du coup, des fois, tu te retrouves tu sais, à parler avec des gens qui ont maté des vidéos de Papacito ou du Raptor, et tu le captes direct, tu vois, dans le discours, et toi, tu deviens le défenseur de tout le wokisme, et de tous les trucs, tu sais, un peu naze, tu vois, que tu peux voir à certains trucs à gauche. Et genre, c'est ok qu'ils existent, mais genre, ma position à moi, c'est pas la même, tu vois. Genre, moi, j'ai une position précise, tu vois, et tout le monde à gauche pense pas pareil. Des fois, c'est un peu relou, quoi. Ouais, mais c'est parce que moi, je suis grave d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je pense que c'est aussi parce que ces mecs-là, les Papacito et tout, ils ont... Ce qu'on peut pas leur enlever, c'est que ils sont drôles parfois, les enfoirés, tu vois. Du coup, comme ils sont drôles et que leur contenu, au fait, repose aussi sur le fait qu'ils sont divertissants, ils sont obligés de prendre des cas à gauche qui sont complètement marginaux, qui sont facilement caricaturables. Ils vont pas prendre une position d'un mec à gauche qui est intéressant, j'en sais rien, moi je vais dire Bégodeau parce que c'est le mec que j'ai regardé il y a pas longtemps, mais ils vont pas prendre des mecs qui sont solides idéologiquement, parce que déjà ils ont pas les arguments pour contrer, et aussi parce que ils peuvent pas caricaturer des positions qui sont précises et qui sont sourcées, qui sont intéressantes. C'est plus facile de parler de, je sais pas, une secte bizarre qui fait des câlins à des arbres, que de parler d'un mec qui a écrit un livre sourcé sur, je sais pas, un sujet précis et tout. Je pense que ça les arrange aussi de parler spécifiquement de ces personnes-là. Ouais, c'est clair que c'est une strate facile, quoi. Ouais. Tu fais une caricature de la position de la gauche, quoi. Ben, je veux dire, ça on voit bien, mais que ça soit en France ou à l'international, il y a eu, moi j'ai regardé la vidéo du crayon avec Mathieu Virgalassi et Alice Cordier. Bon, il y avait 2 autres personnes, mais c'était un peu des plantes. Mais Alice Cordier, dès qu'elle avait un argument qui était contré
par Mathieu Burgalassi avec des faits, avec des sources, avec avec la data, bah, elle savait plus quoi faire. À chaque fois, elle revenait à l'immigration et elle revenait à l'insécurité aussi beaucoup. Et moi, j'ai vu ça aussi récemment aux États-Unis. Enfin, là, c'était en Angleterre avec Charlie Kirk, là, qui est un mec d'extrême droite. Qui a un sourire démoniaque. Et qui est un mec d'extrême droite aux États-Unis et qui est parti à Cambridge faire un débat avec les étudiants de Cambridge. Et t'as des milliers, enfin, il y a la vidéo sur YouTube, mais t'as des milliers d'extraits où il se fait juste atomiser par des étudiants de Cambridge qui ont des sources et qui savent de quoi ils parlent. Et par exemple, il y a une meuf qui parle de la... Non, c'est un mec qui lui dit que y a des mariages homosexuels et plusieurs genres, et plus de 2 genres depuis la Mésopotamie ancienne, et que ça a été prouvé, c'est scientifiquement sourcé. Et lui, après, il le regarde, il fait « Ouais, non, j'y crois pas ». Genre, c'est juste, il dit non. Alors que, enfin, il y a des faits, et c'est vrai, et c'est là, et ils sont dans le déni. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a des arguments contre, enfin, qui a des vrais arguments, et ben, ils peuvent pas s'en sortir puisque c'est faux leur argument, toi. Donc, ouais, du coup, ils vont te dire, bah, c'est ton avis. Moi, j'ai mon avis. Et la liberté d'expression. Voilà, tout est relatif, quoi, du coup. C'est ça. Mais ouais, c'est ça, l'argument de la relativisation, c'est vraiment un truc... c'est vraiment la dernière carte. C'est quand, en gros, la position de l'autre, tu sens que tu peux pas la contrer. Du coup, tu vas dire, bah, tu penses que tu penses, et moi, je pense que je pense. C'est en gros pour ne pas avoir à admettre que tu dis de la merde. Tu dis en gros, laisse-moi dans mon déni et je te laisse dans ton truc, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est le truc... Enfin, c'est le truc fatigant, ouais, quand tu parles avec des gens, tu vois, ouais, qui sont influencés par des contenus d'extrême droite sur Internet, quoi. Où tu sais pas, en fait, vraiment avoir de dialogue, au final. Ouais. Enfin, en fait, t'as ce truc où si c'est des gens où tu sens que, ok, c'est pas des militants d'extrême droite déter, tu vois, qui sont dans un parti et tout. Et du coup, tu sais, t'as ce truc où tu dis, bah... Il y a moyen. Il y a moyen, en tout cas, il y a moyen d'amener des arguments, des infos différentes, tu vois, de la bulle dans laquelle ils sont, mais des fois, c'est chaud, quoi. Enfin, ça rentre pas, quoi. Après, il y a juste des gens qui, des fois, ils ont juste pas envie, genre. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ils ont juste... Moi, j'ai déjà discuté avec plein de gens, notamment en Belgique, parce que je suis arrivé... Enfin, je veux dire, avant, j'étais au lycée, au collège, enfin, au secondaire, donc... parlait moins, mais il y a juste des gens qui ont pas envie, genre ils sont là, eux ils pensent leur truc, ils sont en mode ouais moi je pense ça, l'insécurité c'est à cause de l'immigration et tout ça, et t'as beau leur expliquer que bah non, pas plus que ça, genre ils sont en mode ouais non je m'en fous, en fait laisse-moi tranquille, genre tu vois, il y a des gens enfin c'est trop tard, tu vois. Ouais, en fait ce qui est compliqué c'est que t'as aussi le jeu des algorithmes, tu vois, où t'as des gens, et nous aussi, tu vois, je pense clairement, on est dans l'algorithme de gauche et on a full contenu tout le temps, donc on devient un peu des nerds, tu vois, nerds de la politique de gauche, quoi. Et du coup, tu sais plus, t'as plus les mêmes références en fait. T'as l'impression d'être dans des mondes complètement différents, d'avoir pas du tout les mêmes infos, et donc ouais, ça complique le truc, quoi. Mais je pense que nous, on a quand même un avantage, je pense, par rapport à eux. C'est que je pense qu'on a une vision plus précise des nuances qu'il y a dans leur mouvement et tout. Alors que eux, comme tu le disais tout à l'heure, ils ont vraiment ce truc des woke, quoi. Ils sont en mode tout se vaut, tout. Ils voient pas de nuances dans notre camp, en fait. Et je pense qu'on a cet avantage-là sur eux parce que vu qu'ils ont pas de nuances et qu'ils nous voient comme un bloc un peu homogène et tout, bah en vrai, quand on est face à eux, en vrai, en débat ou en discussion, même si je trouve que c'est pas forcément hyper utile, bah ils perdent un peu leurs moyens, parce qu'en gros, ils ont imaginé quelque chose d'autre de toi, en fait. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai que c'est le truc où... au moins, le camp de la gauche, un des trucs, c'est qu'il y a cette... t'essaies de connaître, de rechercher un peu la vérité, mais genre de t'en approcher, quoi, et donc de connaître ton adversaire, quoi, et d'être de bonne foi par rapport à, tu vois, les différentes positions que tu peux retrouver à droite, et d'essayer de les qualifier de manière précise, ouais, ça c'est clair. Mais ouais, on parlait de
du coup de ce livre Pop Fascisme, pour revenir un peu sur le côté un peu internet et tout, vous à quel degré l'internet l'internet j'ai dit, j'ai 50 ans. Le multi-web. À quel degré avez-vous surfé sur le... Non, je rigole. À quel degré internet ça vous a aidé à vous politiser, ou dans quelle mesure est-ce que vous êtes politisé sur internet? Tu veux commencer? Vas-y. Bah, moi, c'est ce truc. T'as vraiment ce jeu d'algorithme, tu vois, où je sais pas comment ça se fait que tu te retrouves à regarder un truc, puis on te propose. Moi, j'ai déjà 30 ans, tu vois, donc c'était Usul à l'époque, tu vois. Donc je pense, à mon avis, tu sais, je devais regarder les trucs 3615 Usul et tout ça. Et puis après, il a commencé à faire les trucs Mes chers contemporains. Et ça m'a vraiment, ça m'a matrixé, tu vois. À partir de ce moment-là, tu sais, c'est un peu la première fois où t'es mis face à du contenu marxiste qui est vulgarisé, tu vois, d'une manière qui est attirante pour toi, que tu comprends, avec des codes que t'as, tu vois, d'internet et tout ça. Et c'était hyper clair, tu vois, et ça te retourne un peu le cerveau, tu vois, en mode la première fois que tu sais que t'as toutes ces notions-là, tu vois, liées au marxisme. Je suis pas hyper précis là, du coup. Cut. Toi, Félix? Moi, j'ai été politisé pas par internet spécifiquement, mais plutôt par ma famille en fait. C'est plutôt une histoire de famille, on va dire. Et après, par rapport à internet, moi sur YouTube, je regarde énormément de gaming, quoi. Donc c'est pas spécialement politisé. Après, t'as des youtubeurs gaming qui sont politisés et qui font passer des messages, ou alors qui justement limitent vas-y, bref. Et en fait Comment ça fatiguer là. Et en fait du coup sur YouTube, moi j'ai commencé à regarder des trucs comme des interviews plus posées, beaucoup plus littéraires, comme Nicolas Framont ou des trucs comme ça, qui sont déjà très poétisés, et dont c'est le métier en fait. Et après, de là, forcément, on m'a proposé plein de trucs via l'algorithme. Mais à la base, moi, c'était pas vraiment sur Internet. Après, Internet, je connais parce que du coup, je regarde énormément de YouTube, mais c'est plus des jeux vidéo. Mais même à travers les jeux vidéo, on peut se rendre compte de la poétisation et des discours qui sont des discours haineux qui peuvent être dits sur ces plateformes-là, quoi. Ok. Bah moi, au début, c'est un peu comme toi, en vrai. C'est un peu venu de la famille, surtout de ma mère. Mais quand même, c'était assez précis. C'était plus sur les sujets genre d'antiracisme et de décolonialisme, en gros. Elle m'incitait même à lire des trucs que je n'ai jamais lus, d'ailleurs. Désolé, maman. Je les ai jamais lus. Mais j'ai regardé des vidéos qui en parlent. Des trucs genre Frantz Fanon. Bon, c'est très mainstream et tout, mais franchement, c'était quand même assez précis pour l'époque. Mais sinon, après, moi, je me suis un peu... c'est YouTube beaucoup. J'ai regardé beaucoup de contenu. C'était un peu souvent lié à la pop culture, en vrai, genre Bolche Geek. Je me rappelle, il faisait des vidéos d'analyse un peu d'œuvres de cinéma ou de fiction et tout. Et il avait un angle un peu de gauche, même très de gauche. Ça m'a un peu attiré. Et puis, je m'y suis mis vraiment profondément avec Dany Heraz, en vrai. En vrai, je ne vais pas mentir. C'est le côté un peu pop culture qui m'a intéressé, et aussi le côté philo au début. Parce que la philo, ça m'intéressait, mais j'ai jamais été quelqu'un qui lisait beaucoup. Le format de lecture m'ennuyait un peu, mais par contre, me taper des vidéos de 4 heures, je pouvais le faire tranquillement. Même sur des sujets que je comprenais en vrai à peine. Mais du coup, c'est ça qui m'a un peu politisé au début. Et puis, forcément, j'ai lu des trucs. J'ai bien été obligé. Même si la pile n'est pas très grande. Hein. La pile n'est pas très imposante. Mais j'ai lu des trucs. Et oui, j'ai lu des livres. Mais ouais, sinon, c'est comme ça. Hein. YouTube,
ma mère sur des sujets très précis d'antiracisme et de décolonialisme. Mais ouais, du coup, il y a. Enfin, c'est vrai que moi aussi, tu vois, il y a le truc forcément de la famille aussi à la base. Et du coup, je pense que, à mon avis, inconsciemment, tu vois, tu te retrouves à te diriger vers des contenus qui commencent à être vaguement de gauche et puis après, petit à petit. Mais du coup, je sais pas, tu vois. Enfin, parce que tu sais, je sais pas, c'est quoi, c'est genre le YouTube 2014-2016 où t'as vraiment la grosse vague Raptor dissident et tout, non Ouais, 2014. Enfin, et enfin, tu vois où à ce moment-là, ouais, le YouTube, enfin l'internet de gauche, c'est inexistant quoi, quasiment. Enfin, du coup, il y a Usul, c'est tout quoi. Karim Debache, il faisait des trucs Oui, aussi. ouais. C'est ça aussi où, ouais, tu vois, tu sais, tu parlais des trucs jeux vidéo et tout ça. En fait, à ce moment-là, il y avait quand même, Karim Debache, c'était plus film et tout ça, ouais, cinéma, mais tu sais, c'était tous ceux qui étaient à la base sur jeuxvideo.com quoi, où il y avait un fond plus quand même plus à gauche dans tous ces créateurs-là, quoi, au départ. Ben, maintenant, sur YouTube, tous les plus gros YouTubeurs, toute la team Squeezie, Locklear, tout ça, Gotaga, tout ça, sont plus de gauche et ils l'ont dit et ils sont revendiqués comme ça. Après, pas non plus d'extrême gauche ou communiste ou quoi, mais voilà, ça reste quand même des personnes avec énormément d'influence sur Internet et qui sont situés et qui sont posés, qui ont dit bon bah il faut faire barrage, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça et tu vois qu'ils l'ont dit clairement, explicitement. Et même sur Twitch aussi, même maintenant Anime qui est vraiment qui est de gauche et qui le dit, qui arrête pas de le dire, et bon, s'il fait des blagues et tout ça enfin, moi je le trouve drôle et tout ça, mais après il est quand même politisé, même si c'est pas son fonds de commerce, tu vois. C'est grâce à Internet, il peut faire passer son message grâce aux jeux vidéo, grâce à ses conneries, grâce à ses blagues et tout ça, et il reste quand même de gauche. Donc moi j'ai plutôt été bercé par ce genre de contenu là. Voilà. Il parle aussi dans le livre, non, tu sais, de l'importance des créateurs un peu plus mainstream, tu vois, le moment où ils prennent position, tu vois, par exemple en France, quand t'as... C'est quoi, c'est la dissolution, hein, c'est ça, et du coup, voilà, plein de créateurs font barrage, alors que partout dans les médias traditionnels, ils étaient en mode, bah c'est bon, le RN va être en majorité. Bah, ils en parlent pas, en tout cas, je m'en rappelle pas, ou j'ai pas fini le livre encore. Mais c'est peut-être dans l'interview que j'ai regardé une interview des auteurs, tu vois, pour préparer un peu le truc, avoir un peu une idée, ils parlaient de ça, tu vois. Et du coup, où il y a ce truc où à un moment tu peux avoir l'impression que tous ces créateurs d'extrême droite, tu vois, qui ont quand même des centaines de milliers d'abonnés, tu dis putain, ils ont une force de frappe, ils font des collabs entre eux, tu vois, il y a vraiment tout un univers structuré, quoi. Mais en fait, tu vois quand même que dans le milieu internet plus général, en fait, les gens sont globalement plutôt à gauche, quoi. Enfin, en tout cas, ont des idées progressistes, tu vois, où se disent l'extrême droite, c'est non, quoi, tu vois, c'est pas possible. Après, Thibaut InShape, il dit l'extrême droite, c'est non. Ouais. Est-ce que c'est progressiste, je sais pas, mais... Ouais, au moins c'est déjà ça, tu vois. Oui. Au moins ce serait le plus gros créateur de contenu français, il est pas au RN, tu vois, au moins. Oui, il a pas ce carte. Ouais, c'est sûr. Ouais, de fou, mais tu vois ce que tu disais sur le fait que beaucoup de youtubeurs de cette époque-là, genre milieu des années 2010, qui étaient qui étaient très identifiés à gauche, c'est beaucoup des trucs en rapport avec la culture, et sans faire de débat parallèle qui prendrait 1 heure de plus, mais je pense qu'aussi c'est parce que en vrai les gens d'extrême droite n'ont pas de rapport à la culture en général, ou à l'art vraiment. Ils parlent tout le temps du beau, mais en vrai c'est très... ils ont une vision très, très étroite de l'art et de ce que peut être l'art. Et je suis pas en train de dire en mode il faut que l'art ce soit notre support pour véhiculer nos idées politiques, mais je suis en train de dire que rien que le fait que ces gens-là ne voient pas... Enfin, pour eux l'art c'est juste des bustes de Napoléon, des tableaux de je sais pas qui, et en fait c'est très étroit. Ils peuvent pas voir l'art dans je sais pas, dans
dans un truc plus alternatif ou un truc plus moderne ou une musique. Par exemple, le rapport que ces gens ont, je sais pas, à la musique numéro 1 actuellement, le rap, tu vois clairement que il y a ce truc de leurs idées va supplanter le jugement qu'ils ont par rapport à une œuvre artistique. En gros, c'est un truc qui est fait principalement, généralement par des prolos, surtout des prolos noirs et arabes. Donc, on va pas considérer ça comme quelque chose de pertinent artistiquement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui étaient identifiés à gauche à l'époque, qui venaient du milieu culturel à la base, je pense. Ouais, clairement. Ouais, c'est clair, il y a un truc clairement avec ça où, tu sais, où comme tu disais, ouais, le fait qu'ils aient un rapport tout le temps uniquement politique à l'art, tu vois, un truc que tu peux retrouver ça avec des gens à gauche, clairement, tu vois, ça c'est évident, mais genre, c'est vraiment quand même un truc que tu retrouves beaucoup dans les créateurs de contenu à droite, tu vois, où le moindre truc, je sais plus, t'avais un podcast, tu vois, de Papacito et Raptor, où ils parlaient de Star Wars, tu vois. Ou du Seigneur des Anneaux. Du Seigneur des Anneaux, je sais plus, Ouais. mais... Et t'es là, putain, mais c'est une maladie, quoi. C'est genre le moindre truc, tu vois, ils arrivent à le relier. Mais surtout que si tu regardes Star Wars et que tu votes quand même pour le Rassemblement National, enfin, ou l'extrême droite, c'est que t'as pas regardé Star Wars, tu vois. C'est que t'as pas compris ce qui se passe et t'as pas compris le principe. Pareil pour le Seigneur des Anneaux. Genre c'est vraiment c'est des œuvres et c'est des films et des livres qui ont un message politique, un vrai message politique, tu vois. Bah, ou même, tu peux même te dire, Star Wars, c'est le bien contre le mal. C'est pas le truc qui te pète le cerveau non plus, tu vois. Mais oui, non, mais et donc et même ça, ils arrivent pas à dire. Ouais. Ou en tout cas, ils se disent. Enfin, ouais, ils le tournent. Ouais, ils le tordent un peu pour que ça rentre dans leur truc. Ouais. Mais c'est pareil avec Matrix aussi, tu vois, avec la pilule rouge et tout. Ah, le Red Pins. Ouais. Alors qu'en vrai, Matrix, sans vouloir encore une fois tordre un peu le truc, mais si tu connais un peu les sœurs Wachowski, tu sais très bien que c'est très à gauche, Matrix. Quand ça parle de comment on est aliéné par le monde qui nous entoure, soit par rapport au travail, par rapport aux relations de subordination qu'on a avec les gens ou avec les gens dans le travail, la saucisse dans laquelle on vit. C'est vraiment, genre, si tu regardes un peu l'œuvre des Wachowski, tu vois très clairement qu'elles sont politisées à gauche. C'est même c'est woke de fou, tu vois, ils se réveillent de la Matrix, la matrice en moment. Vraiment woke de ouf. Mais je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais Pas du tout. je voulais. Je sais pas ce que je fais ici. Je me disais que ce serait bien aussi qu'on parle de, tu vois, de la présence ou non de l'extrême droite belge sur Internet, tu vois, le rapport qu'ils ont avec Internet, où comme il y a le cordon sanitaire, tu vois, en Belgique, En francophone. Ouais, en Belgique francophone, ouais, qui fonctionne encore, en tout cas pour tous les trucs qui sont vraiment étiquetés extrême droite, clairement, ils sont encore obligés de passer que par là, quoi. Genre, par exemple, le parti Chez Nous, aux dernières élections, leur seul com, c'était ça, quoi. C'était sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Ouais, sur Facebook. mais c'est ça, le truc, la chance qu'on a, je trouve, c'est qu'ils sont mauvais, quoi. C'est ça. Genre, Ouais, de manière vraiment. générale, ils ont du mal à s'organiser, à rester unis et à être efficaces aussi dans leur com, quoi. Et en Flandre, moi j'ai pas d'infos plus que ça, mais je sais pas si vous savez. Moi non plus, je t'avoue. Bah là, en Flandre, clairement... C'est fermé un peu. Bah, c'est pas que c'est fermé, c'est que en fait, quand t'es francophone en Belgique, et que tu parles pas un petit peu Ouais, néerlandais, c'est ça. T'as pas accès, quoi. t'as pas accès et tu t'intéresses... Globalement, tu t'y intéresses pas trop. Ça, c'est ce truc... En Flandre, il y a pas le cordon sanitaire. Non. Non, ouais, t'as le Vlaams Belang qui est sur les plateaux et tout. Et du coup, en fait, t'as ce truc... En Flandre, t'as des parallèles que tu peux faire avec le Rassemblement national, tu vois, où t'as un gros parti électoraliste, qui est le Vlaams Belang, et autour de ce parti-là, t'as plein de groupuscules plus radicaux, qui sont en lien, tu vois, qui ont soit des membres dans le parti, ou qui... C'est comme avec Zemmour ou quoi. Ou, tu sais, ou Génération Identitaire en France, et donc t'avais Skilden en Flandre, c'était vraiment l'équivalent. Et du coup, t'avais Chris Van Langenhove qui venait de ce truc-là et qui était devenu
voilà, une figure politique importante du Vlaams Belang, quoi, avant de se prendre un giga procès. Et du coup, ouais, c'est vrai que t'as ce truc d'une extrême droite beaucoup plus organisée, mais où on n'a pas trop de... voilà, on n'a pas trop de contacts, et t'as vraiment presque deux pays qui sont... Ouais, c'est vrai. En tout cas, au point de vue du niveau politique, quoi. Bah, c'est cool, franchement, je trouve qu'on a parlé de plein de sujets différents. Franchement, on a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Internet, on a parlé d'art, on a parlé de politique belge. C'était vraiment hyper stylé. On s'est un peu appuyé sur le livre Pop Fascisme, comme je vous l'ai dit dans l'intro, mais on a aussi beaucoup dérivé. Le but, c'était aussi de pouvoir parler un peu de nos expériences en tant que jeune, en tant que militant, en tant que citoyen, même si ce mot est très dépolitisant, mais en tant que personne. Et franchement, je trouve que notre but a été atteint. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je remercie mon camarade Félix et mon camarade Jean. Ouais, merci. Merci beaucoup pour ce podcast. L'Ether, le média. Et oui, branchez-vous la team. Merci de nous avoir écoutés. Et au revoir à tous et à toutes.